Vous ne le savez peut-être pas, mais Carver fêtera ses 20 ans en 2023. En 2 décennies, l'entreprise d'accastillage, qui a lancé ses premiers emmagasineurs textiles en 2003, a fait bien du chemin avec des produits phares qui ont trouvé leur public de professionnels et d'amateurs, comme les hooks et mérillons externes KFH, les emmagasineurs KF, les bloqueurs à 3 mâchoires KJ ou les poulies à très faible friction KBRC. Plus de 80% de la flotte qui a pris le départ le 6 novembre dernier de la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe a ainsi fait confiance à Carver, dont les 3 premiers en ultime, Charles Caudrelier, François Gabard et Thomas Coville, mais également en IMOCA, Thomas Ruyant, Charlie Dalin et Jérémy Bayou. Une fierté pour tous les collaborateurs de Carver qui vous attendent du 3 au 10 décembre au Nautique de Paris pour vous faire découvrir les dernières nouveautés, dont une gamme d'enrouleurs baptisée KRS, et vous présente cet épisode de Pause Report. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 96e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 21 novembre, il est 19h en métropole, 14h à Pointe-à-Pitre et c'est en raison de ce décalage horaire que nous enregistrons un lundi plutôt qu'un mardi matin. Et je suis ravi d'accueillir pour ce 96e épisode 2 marins qui pendant un peu moins de 11 jours se sont livrés une formidable bataille sur la Route du Rhum destination Guadeloupe en Ocean 50. Je veux parler du vainqueur Erwan Leroux, skipper de Coesio. Salut Erwan. Salut Axel, bonjour à tous. Et de son dauphin Quentin Vlaminck qui était lui à la barre d'Arkema 4. Salut Quentin. Salut Axel. Erwan, de nouveau bonjour. Eh bien messieurs, avant de refaire le match en votre compagnie, je voudrais d'abord dédier cet épisode à 2 passionnés de mer et de sport qui nous ont dramatiquement quittés mercredi dernier au moment de l'arrivée de Charles Caudrelier. Je veux bien sûr parler d'Alex Picot et de François Naveillant, salariés d'OC Sport Penduic. Toutes nos pensées vont vers eux, bien évidemment, vers leur famille et vers l'ensemble des équipes d'OC Sport qui continuent dans ce contexte difficile à accueillir comme il se doit tous les solitaires qui en terminent avec cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Une 12e édition qui, au moment où nous enregistrons cet épisode, a livré son verdict dans 3 classes. Charles Caudrelier s'est imposé en ultime devant François Gabard et Thomas Coville. Dimanche matin, c'est donc Erwan Leroux qui a décroché sa 2e victoire sur la Route du Rhum après celle de 2014, avec un nouveau record de l'épreuve pour les Ocean 50 de 10 jours, 21 heures, 35 minutes et 42 secondes, et seulement 18 minutes et 13 secondes d'avance sur Quentin Vlaminck, tandis que Sébastien Rogue a complété le podium. Et ce lundi matin, c'est Thomas Ruyant qui s'est imposé en IMOCA, là aussi avec le meilleur chrono de l'histoire à la clé, 11 jours, 17 heures, 36 minutes et 25 secondes. Il s'est imposé devant Charlie Dalin et Jérémy Bayou. On attend en milieu de semaine le vainqueur en classe 40, avec pour l'instant une domination du tenant du titre, Johan Richomme, tandis qu'en fin de semaine, ce sont les catégories Rhum Multi et Rhum Mono qui devraient en finir. Aujourd'hui, c'est Gilles Buchenhout qui est en tête en Rhum Multi et Jean-Pierre Dick en Rhum Mono. Voilà, maintenant on va parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la classe Ocean 50. Messieurs, une première question toute simple. Comment se sent-on au lendemain d'une course d'une telle intensité? Erwan, on va commencer à tout honneur, à tout vainqueur, tout honneur par toi. Comment on se sent au lendemain de cette arrivée après 11 jours d'une course qui aura été assez dingue? Eh ben écoute, sur un petit nuage, voilà, je suis encore dans ce bonheur, je suis ivre de bonheur d'avoir remporté cette course et donc je suis sur mon petit nuage et on a fait juste un truc incroyable. Je crois qu'on a marqué l'histoire avec Quentin et je suis très fier de partager ça avec mes partenaires qui sont présents, Coesio à Pointe-à-Pitre et puis fier de partager ça avec Quentin parce que voilà
on a fait une super navigation et c'est génial. Quentin, toi, c'était ta première route du Rhum. Comment tu te sens au lendemain de l'arrivée de cette route du Rhum? Est-ce que tu es encore dans ta course? Est-ce que tu as atterri? Comment tu te sens? Bah forcément encore un petit peu fatigué. On n'a pas vraiment eu le temps de se reposer. On est arrivé hier matin et tout s'est très vite enchaîné. Voilà, surtout qu'il a fallu livrer une bataille jusqu'au bout pour essayer de repasser devant Erwan. Donc voilà, là on va commencer à souffler tranquillement et puis à préparer la suite, à préparer le retour en France aussi dès que possible et voilà. Donc non, c'était une belle transat. On a pu bien en profiter sur l'eau. Et maintenant, on va commencer à en profiter à terre. Vous avez pu aller accueillir le quatrième et le cinquième là qui sont arrivés aujourd'hui, Éric Perron et Armel Tripon. Et moi j'ai croisé Eric. Ah, pardon. Vas-y, Erwan. Vas-y. Ouais, j'ai croisé Eric ce matin et j'ai été accueillir Armel comme il se doit en bon poteau qu'on est et puis voilà, il y a 4 ans c'était lui qui était venu m'accueillir et là on a fait l'inverse, donc voilà, on partage beaucoup de choses avec Armel, donc c'est sympa de venir l'accueillir. Bon, messieurs, on va refaire un peu le match de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Un match déjà dont le départ avait été reporté de 3 jours. On se souvient en raison des conditions qui étaient très très musclées en Manche. Pour vous deux, à ce moment-là, c'est une évidence. Il y a pas eu de. Est-ce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit peu de débat au sein de la classe Ocean 50 la veille ou l'avant-veille, et finalement c'était j'imagine la bonne décision. Erwan, si on revient 2 semaines en arrière. Bah oui, c'était la bonne décision. On avait déjà dès le mercredi alerté la direction de course sur les conditions qu'on allait rencontrer en début de semaine et le jour du départ. Et donc on avait déjà organisé dès le mercredi, donc assez tôt, dans la semaine, nous des petites réunions au sein de la classe pour dire bon voilà, attention, comment on fait, est-ce qu'on arrive à trouver un accord déjà au sein de la classe pour dire voilà ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer des scénarios. Voilà. Donc écoute, non, le départ reporté, c'était une évidence. Et je crois que malgré ça a gâché un peu la fête, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que ça aurait gâché la fête que d'avoir 50% de la flotte sur le toit ou en perdition on mange quoi. Ouais. Quentin, toi, c'était ta première route du Rhum. Comment tu as vécu un peu déjà l'avant-départ, les 10 jours qui peuvent paraître parfois un petit peu longs? Je sais pas si tu étais resté les 10 jours sur place, et comment tu as vécu un peu ce report et les 3 jours entre le dimanche et le mercredi? Ouais, bah nous déjà on est arrivé le dimanche, donc on est arrivé 15 jours avant le départ officiel. On est resté sur place. Voilà, après on a eu la chance d'être dans un bon timing, de bien préparer tout en amont, d'avoir un partenaire Arkema voilà, qui est vraiment très tourné sur le sportif et qui nous a vraiment laissé tranquille. Et ouais, donc on a vraiment du temps pour nous, pour se reposer, pour s'isoler. Donc au final, c'est passé bien, assez vite, avec voilà des rencontres de gens qu'on apprécie et qu'on a envie de voir, et pour partager cet événement. C'est un événement qui est important pour notre classe. Donc c'est vrai que voilà, se retrouver au milieu de cette foule aussi, c'était important, et ça faisait du bien de vivre tout ceci. Et puis après, sur les conditions météo, c'est vrai que ça faisait quelques jours qu'on voyait la situation avancer. Moi, je m'appuyais fortement sur l'expérience de Lalou, parce que c'est des situations que j'avais pas vécues, et voilà, clairement, c'était compliqué. On avait déjà un abri de trouver si le départ avait été maintenu le dimanche. Donc, c'est pas dans les conditions dans lesquelles j'avais envie de faire le Rhum, de partir comme ça à la guerre. Je préférais, voilà, forcément les conditions suite au décalage ont été des conditions beaucoup plus de régate et plus sympathiques. Ouais. Est-ce que c'est difficile quand qu'on est préparé, programmé pour partir un dimanche, de se remettre dans la course, parce que forcément j'imagine qu'il y a eu un petit peu de décompression le jour de l'annonce, et après il faut se remettre dans la course. Est-ce que quand on est débutant, en tout cas sur la route du Rhum, c'est psychologiquement, ça a été compliqué pour toi ou pas plus que ça? Non, déjà on a pu profiter du samedi après-midi et du dimanche avec nos partenaires, chose qu'on n'avait pas prévu de faire, de pouvoir aller manger avec eux le samedi soir. Voilà, c'était sympa aussi d'échanger, et puis ensuite dès le lundi on s'est remis sur l'étude de la météo. On avait gagné 3 jours de plus pour étudier tout ça, donc ça a permis de relancer les discussions. Le bateau il était prêt, donc il y avait plus rien à faire. Mais on a retendu le filet, on s'est détendu. Les préparateurs en ont profité aussi pour les plaisirs festifs de la ville, et voilà, c'était sympa de rester 3 jours de plus avec une ambiance un peu plus calme et de partir de façon plus détendue. On avait même retardé jusqu'au dernier moment l'écluse
d'avant-départ pour pas prendre de risque aussi d'abîmer les bateaux. Et voilà, au sein de cette classe, et c'était super bien d'échanger avec tout le monde jusqu'au dernier moment. Bon, du coup, le départ a été donné le mercredi 9 novembre à 14h15 dans des conditions nettement plus maniables. Un départ que n'a pas pris finalement Sam Goodchild, qui s'est blessé dans une manœuvre juste avant le passage de la ligne. Est-ce que Erwan et Quentin, vous l'apprenez tout de suite? Est-ce que comment vous apprenez les choses et comment vous le vivez? J'imagine que psychologiquement c'est peut-être un peu perturbant. Erwan, comment tu as vécu un peu ce qui est arrivé à Sam? Et bah écoute, ouais, moi en fait il était juste devant moi quand ça s'est passé, donc oui, je me suis demandé ce qu'il faisait, et donc je me suis douté qu'il y avait un problème à bord. Après, de cette gravité-là, pas du tout. Mais c'est après en fait quand à la VHF que j'ai entendu que Sam était blessé à bord, et voilà, sur le canal 72 du départ. Et donc c'est là où j'ai compris que là c'était du sérieux, et que je pensais même que sa vie était un peu menacé, à ce que j'entendais à la VHF. Donc j'ai eu un peu peur pour ça, moi, parce qu'on peut quand même vraiment bien se blesser sur ces bateaux, et ouais, j'ai un peu flippé jusqu'à ce qu'il soit pris en charge, ouais. Et toi, Quentin, comment tu apprends la chose? Est-ce que quelque part ça peut perturber ça, ou ça t'a perturbé? Bah, moi, en fait, oui, j'ai vu Sam avec son J1 qui claquait juste après le départ, donc j'ai pensé forcément à un problème technique, et ouais, après, en entendant la VHF, j'ai vu qu'il demandait un élitroyage, donc forcément ça calme. Voilà, c'est un départ de Rome, il peut se passer n'importe quoi. Ça fait une petite piqûre du rappel, et c'est vrai que ça oblige à être vigilant vraiment sur tout. La course peut s'arrêter à n'importe quel moment. Je suis forcément très triste pour Sam et son partenaire qui préparait ce Rome depuis 2 ans. C'était l'un des meilleurs concurrents avec lequel j'ai fait mes meilleures batailles pendant 2 ans, et c'est dommage de le perdre voilà sur un petit problème technique qui a engagé un problème humain, quoi. Ouais, bien sûr. Quentin, c'est toi, si je me trompe pas, qui passe la porte de Fréhel en tête. Est-ce que pour toi c'était important de marquer le coup? Est-ce que il y a psychologiquement, on se dit que c'est toujours bien de passer la première marque, parce qu'après la prochaine marque elle est très loin. La première marque en tête. Raconte-nous comment tu vis un peu ce tout premier bord sur ta toute première route du Rhum. Bah déjà, ce qui est important, c'était de partir sans prendre de risques, ce qui n'était pas simple avec le courant qui nous poussait sur la ligne, et donc je me suis rendu compte un peu tard. Donc je suis parti peut-être un peu sous-toilé par rapport aux autres, mais c'était important de pas prendre de risques. Essayer de partir devant aussi pour être moins gêné. On a la chance sur notre ligne de départ d'avoir seulement les ultimes, donc ça fait une grande ligne pour moins de bateaux, donc c'était plus sympa qu'en monocoque. Et puis au Cap Fréhel, on doit passer à égalité avec Thibaut qui est sous le vent, actuel, qui vire entre nous deux. Donc c'est vrai que là, ça fait faire un petit slalom. Donc j'ai pas vraiment apprécié Cap Fréhel. J'ai rasé la bouée puis je suis parti tout de suite. J'ai pas vraiment vu la falaise et tout, mais bon, on était venu faire un repérage une semaine avant, donc voilà. Mais en tout cas, non, c'était important de bien partir, et puis ensuite rapidement les conditions elles ont tout de suite changé. Ça a molli, il y a eu des bascules, du courant à gérer, donc en fait on était tout de suite dans la régate, quoi. Ouais. Toi, Erwan, comment tu vis ce premier bord jusqu'à Fréhel, et c'est sa première heure de course? Et bah écoute, non, j'étais dans mes targets, j'ai pas pris de risque au moment du départ, hein, comme l'a très bien précisé Quentin. C'est à passer la bouée à Fréhel en tête, c'était pas un objectif. Donc voilà, et moi j'ai essayé de prendre un bon départ, et j'étais persuadé qu'il y avait des Ocean 50 qui avaient volé le départ, tellement ils étaient tous très proches de la ligne. Et voilà. Et écoute, non, je suis déjà dans le scénario sortir de manche. Je suis déjà concentré sur l'après Fréhel, pour voilà, tirer les bons bords pour s'extraire de la meute. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'on a avec les ultimes. Ça, j'ai pas bien compris, mais en fait ils sont très lents à manœuvrer, et un verrement de bord ça coûte hyper cher en ultime, et du coup c'était drôle de se retrouver avec tous les ultimes à tirer des bords en même temps. C'était marrant. Ouais, puisque vous étiez à combien de bords là sur ce tronçon d'une vingtaine de milles jusqu'à Fréhel? Tu te Euh, souviens? Moi j'ai tiré 2 bords. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. 2 bords.
Comment se passe ensuite la première nuit? Il y avait j'imagine vous aviez déjà bien en tête le scénario de la sortie de manche. On va continuer avec toi, Erwan. Pour toi, dès le départ, dès que tu coupes la ligne, tu sais ce que tu vas faire en sortie de manche, ou il y a encore une incertitude? Non, non, c'est assez clair. Et en fait, non, non, je suis très concentré sur justement après Fréhel, gérer les bascules et tout ça. Et rapidement, j'arrive à recoller Quentin et je pense on est en tête même à partir de Roscoff. Donc non, ça se passe comme sur le plan au tout démarrage là. Donc on est plutôt bien. Et c'est en fait c'est après quand on arrive à Port-Salle où les choses se gâtent parce que il faut voilà, ou soit il faut respecter le plan, aller dans le four comme ce qu'on s'était dit, soit parce qu'on a un peu d'avance par rapport au routage qu'on avait imaginé, soit passer extérieur ouessant. Voilà, on a fait notre premier mauvais choix à ce moment-là. Voilà, où en fait on a décidé de pas respecter ce qu'on s'était dit, alors que voilà, mais bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Et alors que lui, Quentin, il fonce et il plonge avec Thibaut dans le four, et c'est ce qui déjà fait la première différence la première nuit. En tout cas le lundi matin, c'est le jeudi matin. C'est la première pour moi, c'est la première clé du match. Là, il y a un premier but qui est marqué par les concurrents. Ouais, et pourquoi tu ne respectes pas le plan initial? Pour des raisons, pour plein de raisons. On voit que Seb passe à l'extérieur aussi. On n'est pas sûr, on voit Arkema, enfin on marque un peu quoi, on marque un peu le temps et on se pose trop de questions en fait. On est trop à regarder les autres, alors que des fois il faut pas regarder les autres, il faut faire sa route quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas respecté le plan, c'est qu'on a plutôt essayé de marquer la concurrence quoi. Voilà. Toi, Quentin, le plan, il était clair et net, ou tu as aussi hésité comme Erwan? Est-ce que tu t'es posé des questions en regardant justement ce que faisaient les autres, ou tu avais d'entrée décidé de passer par le four? En fait, non, l'idée c'était ça, c'était de raser le plus possible de la côte avec un vent qui tournait au fur et à mesure, donc essayer d'être le plus possible et d'aller chercher du sud, donc le plus à la côte de la flotte. Voilà, il y a eu des petits passages après Fréhel où j'étais en tête, et avec le courant, je me suis fait un peu distancer, donc j'ai dû faire un recalage, et Erwan et Seb passent devant moi. Ensuite, en observant, en fait, moi j'ai surtout observé la trajectoire des ultimes qu'on voyait encore à ce moment-là, et à la IS où on voyait bien des grosses ados ou des effets de courant très intéressants au sud sur la suite après Roscoff et tout. Donc c'est vrai que ça donnait envie de partir vers là. J'étais le premier à virer pour aller dans le four. J'étais pas forcément rassuré moi je suis pas breton, c'est pas un passage où j'ai l'habitude de passer, j'habite pas à Brest. Et voilà, se lancer là-dedans de nuit, voilà, tu sais que si jamais le vent refuse un peu trop, tu vas te devoir faire plein de virements de bord, c'est pas agréable. Mais au final, je l'ai fait de façon prudente. Tu vois, dans le virement, j'ai enlevé le J1, j'ai mis le J2, et je suis parti à fond dans le four, et c'était super. J'ai failli me prendre un voilier à la sortie du four qui était pas à l'AIS. Et donc à la sortie du four, je vire en catastrophe et je repars au large chercher Erwan et Seb. Donc voilà, pour moi ça s'est plutôt bien passé. Et on aurait pu prendre le Ratsa ensuite, mais on a préféré faire l'extérieur de Ouessant pour minimiser les risques de la flotte qui était déjà scindée en deux en fait. Ouais. À ce moment-là, vous avez passé la première nuit en mer. Est-ce que tu es déjà dans un rythme de transat? Ou les premières heures, est-ce que tu fais tes premières siestes pendant la descente de la Manche, ou à partir de quand toi tu es vraiment rentré dans un espèce de rythme un peu plus régulier de transat en solitaire, Quentin? Déjà, il faut savoir que ça fait 15 jours que je dors, quoi. Donc à Saint-Malo, j'ai fait que ça. Donc j'arrive, et puis j'ai écouté le podcast d'Erwan avant d'arriver à Saint-Malo, donc je sais que la transat se perd 3 jours avant le départ. Donc j'arrive très très reposé au moment du départ, donc j'ai juste pas envie de dormir, j'ai envie de faire attention à mon bateau, à pas prendre de risques. On a la chance de sortir devant, de pas être justement en monocoque avec tous les bateaux, donc il y a quand même moins de risques, mais il faut quand même faire gaffe. Donc non, moi je commence à me reposer au petit matin dès que le jour se lève, en fait, après avoir passé Ouessant, et une fois qu'on part au large, quoi. Et toi, Erwan, tu as des routines sur ce genre de course, ou ça dépend forcément, j'imagine, des conditions, mais est-ce que toi, tu commences à te mettre dans le rythme assez rapidement, ou comment tu vis, toi, les débuts de course? Ouais, dans le roadbook qu'on a fait, c'est primordial de dormir
entre 30 et 60 minutes avant de sortir de la Manche. Et donc j'ai ça à faire avant d'arriver à Port-Salle. Donc j'essaye de faire et j'arrive à faire 4 fois 10 minutes entre Bréa et Port-Salle. Donc c'est vachement bien, je suis hyper content. Et même si j'arrive pas forcément à dormir, en tous les cas, je ferme les yeux et je me repose. Et ça c'est quand même important pour la suite parce que ça tu pars quand même pour 9 jours et faire ces 40 minutes de sieste ont été bénéfiques pour la suite dans la gestion du sommeil. Ouais. Quelle est à ce moment-là, une fois que vous avez paré la pointe de Bretagne, quelle est un peu la stratégie? Bon, on a vu sur la carto que vous aviez un peu descendu le golfe de Gascogne en escalier. C'était la stratégie dès le départ. On parlait éventuellement d'une route sud, mais qui était apparemment très 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 engagée. Quelle était pour toi un peu la stratégie sur ce golfe de Gascogne, Erwan? Bah oui, c'était de partir sur une route sud. La route nord était très engagée, ouais. Donc on s'aperçoit déjà, on voit, on a imaginé que les concurrents ont fait pareil, hein. Donc c'est sur une route sud. Donc déjà on a surveillé ça, hein, sortie du golfe de Gascogne, sortie de la pointe de Bretagne. On a surveillé qui allait au nord. Bon, et puis bon, ça a pas fait aucun l'ombre d'un doute, hein. Personne n'est allé se risquer sur une route casse-bateau, sur la route jeux vidéo. Donc tout le monde a commencé à enquiller des virements pour aller chercher le sud. Et puis le premier front qui était certes inactif, mais il fallait aller descendre très sud pour avoir le moins de mer possible et le moins de vent. Et donc des conditions beaucoup plus clémentes pour nos bateaux. Et donc voilà, tout le monde prend cette même stratégie. Donc on se rassure sur la gestion de la flotte et sur la stratégie mise en place par les équipes, en tous les cas. À ce moment-là, c'est toi, Quentin, qui reprend les commandes. Comment tu vis un peu cette descente du golfe de Gascogne? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de virements, c'était quand même assez engagé, il a fallu pas mal manœuvrer. Raconte-nous un peu cette descente en escalier du golfe de Gascogne. Bah écoute, moi je suis dans mon roof en salopette, allongé sur ma bannette, et je regarde l'écran et le classement s'afficher. Et voilà, j'essaie de contrôler un petit peu la flotte, de se placer au mieux. On avait quelques waypoints à viser. Il y a eu des petites rotations devant à aller chercher. C'était tactique, c'était sympa. Non, et puis là, je commence vraiment à me mettre dans le rythme de la course, voilà, à rentrer, à essayer de manger, et puis surtout à commencer à bien se reposer tout en faisant attention. Donc, on a l'avantage avec Erwan d'avoir des bateaux qui sont très protégés. Donc c'est vrai que toute cette partie de première partie de course au pré, au final, nous dérange pas trop, même si ça secoue un peu les estomacs. Au moins, on est au sec et ça permet, c'est top de pouvoir se reposer justement au sec et de pas toujours être en souffrance, même lors des repos, quoi. Et ton bateau, justement, dans ces conditions, on a vu que ton bateau était particulièrement performant dans ces conditions. Tu as senti que tu avais un petit plus sur les autres dans cette partie du parcours, notamment au pré? Oui, c'est pas un secret de dire que oui, le bateau, dès qu'il y a un petit peu de vent, voilà, au-dessus de 15 nœuds en équipage, il va vite au pré, il peut aller plus haut, plus vite, notamment avec l'aéro. Là, c'est différent, on est au large, il y a des vagues. Il y a un skipper qui a fait très peu de solo dessus. Mais en tout cas, forcément, ça met à l'aise de savoir que tu as entre les mains un bateau qui peut marcher. Et voilà, si tu mets de l'engagement, c'est que du positif. Donc ça donne de l'envie. Et donc, voilà, je m'applique à faire tout bien, à réduire quand il faut, des fois un peu trop tôt, mais c'est pas grave, à soulager le bateau. La route est longue et voilà, non, c'est que des bons moments et surtout tracer une belle trajectoire, ça fait plaisir à voir sur l'écran, quoi. Il y a un passage de premier front finalement qui était pas, je sais, vous allez me dire si c'était un vrai front, parce que comme tu le disais, vous êtes allé assez sud, ce qui vous a permis d'avoir moins de vent, mais pas mal de mer quand même. Comment se passe, Erwan, ce premier passage de front? Je crois que c'était, si je me trompe pas, la troisième nuit en mer. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ce premier front est pas très actif, donc voilà, écoute, pas mal de mer, mais ça va, ça déferle pas, donc les bateaux passent crème. La houle proposée là je sais pas, il y a de 3 mètres, 4 mètres. Donc non, écoute, tout est nickel. On descend assez sud, on surveille on surveille le front numéro 2 et front numéro 3. Voilà, qui vont plus nous poser des problèmes et notamment le front numéro 2, je crois, qui nous a, voilà, là c'était un peu plus engagé, quoi. Ouais.
justement, il arrive assez vite, ce front numéro 2. Quand tu dis un peu plus engagé, raconte-nous un petit peu les conditions que vous avez eues dans ce deuxième front. Bah, je crois que moi j'étais un peu plus sud que mes petits camarades. À ce moment-là, il y a Thibaut qui recroise la flotte pour justement aller chercher le front et aller chercher Arkema. Quentin, moi j'ai été bluffé par sa trajectoire. Je pensais pas qu'il aurait été à cet endroit-là. Et donc du coup, voilà, nous on a préféré le prendre un petit peu plus sud. Voilà, on a retardé un peu le virement vers l'ouest pour aller chercher un peu moins de vent au passage du front. Donc voilà, on a dû avoir 40 nœuds au passage du front avec 4-5 mètres de croisée, je crois, un truc comme ça. Bon voilà, écoute, c'était gérable, fallait bien faire les choses dans l'ordre. Moi j'ai fait, voilà, comme dit Quentin, un peu sous-toilé. Mais voilà, bien comme il faut pour faire les manœuvres qu'il fallait pour pas casser de matériel. C'était ça qui m'importait moi dans ce passage de front pour pouvoir bénéficier du bateau après dans le nord-ouest en pleine possession de ses moyens. Et toi, Quentin, comment tu vis ce premier gros front? Parce que le premier était, on va pas le dire, c'est pas un vrai front, mais en tout cas, il y avait pas énormément de vent. Comment toi, tu vis ce front? Est-ce qu'il est un peu plus engagé que ce que raconte Erwan? Bah, surtout déjà, je vis un front qu'on connaît depuis 4-5 jours, depuis qu'on a étudié la météo. On est parti avec une situation qui était très stable depuis plusieurs jours, donc ça nous a permis vraiment de tout analyser et de choisir la meilleure trajectoire et puis d'arriver dans ce front en fin de journée pour ma part. Donc après une journée voilà où le vent est monté crescendo, donc RI 1, J2, RI 2, RI 3, J3. Donc vraiment progressivement, moi j'ai eu que 38 nœuds, mais un vent qui était assez puissant, un peu plus que sur les instruments, je pense. Mais voilà, moi c'était de la découverte. Je n'étais jamais allé dans ces conditions-là auprès dans de la mer sur ce type de bateau. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. J'étais en échange avec Lalou en permanence pour me conseiller sur les choix de voile. Tu vois, j'ai mis J3, il y avait que 25 nœuds de vent, mais je préférais le faire vent arrière, donc abattre, rouler, prendre le temps de le faire. Et puis ensuite, le virement, c'est arrivé d'un seul coup. En fait, le vent il a basculé tout de suite. Renvoyer de la toile directement, et puis le temps que je renvoie de la toile, essayer d'accélérer, c'était pas simple. Là, pareil avec Lalou, il essaie de me conseiller. En fait, il y avait une vitesse à avoir pour trop lent le bateau tapait et trop rapide, ça devenait un peu dangereux. Là, pareil, c'était des conditions où le bateau n'était jamais allé, donc le but c'est pas non plus de le casser en deux. Donc il a fallu s'adapter, et puis très rapidement, en fait, en milieu de nuit, on a pris le chavirage de Thibaut, donc là forcément ça calme un peu alors qu'il y avait moyen de commencer à accélérer parce que la mer c'est un tout petit peu rangé quoi. Ouais, justement, on va en parler. On rappelle juste que quand tu parles de Lalou, c'est bien évidemment Lalou Rouquayrol qui est le manager du projet Arkema. On va parler de ce chavirage de Thibaut. À ce moment-là de la course, il a porté quand même une bonne attaque. Hein. Je crois qu'il te dépasse à ce moment-là dans ce passage de front. Comment vous le vivez respectivement? Comment vous l'apprenez? Comment vous le vivez respectivement? On va continuer avec toi, Quentin. Ouais, je sais pas s'il me double pas à la fin du premier en fait, et après la pétole il est un peu plus à l'ouest, mais en fait quand il me double il est à 1000, il y a un petit souci VHF donc on s'entend pas très bien, et tu vois j'ai un rythme plus que lui dans la grand voile parce que pareil je veux pas faire de bêtises, mais voilà, Thibaut il est engagé et c'était un des skippers qui a pas forcément peur de partir si le départ aurait été maintenu. Voilà, on sait qu'il a une carte à jouer dans la brise, c'était le seul skipper qui revenait avec son bateau d'il y a 4 ans, donc forcément lui il était confiant et voilà il est allé dedans et il s'est fait surprendre. Voilà, c'était pas complètement sa faute non plus, donc ça aurait pu passer aussi. Et je pense qu'on serait partis tous les deux devant. En tout cas, il avait un petit avantage forcément à être à l'ouest. Ouais. Et tu disais, ça t'a calmé, ça refroidit, ou est-ce que tout d'un coup on met un peu de toile, on met un peu la pédale sur le frein, ou non, et en fait il faut continuer parce qu'il y a des waypoints à aller passer. Comment tu vis un peu ça? Ben en fait c'est la première fois que je me retrouve dans une flotte avec un bateau qui chavire déjà. Jusqu'à présent par le biais de Lalou je l'avais vécu à distance, mais là voilà c'est moi qui suis à côté dans la situation. Je suis à 20 000 de Thibaut. J'ai pas de coup de téléphone donc c'est bon signe. Voilà, sinon il aurait fallu faire demi-tour forcément. Mais donc là ça veut dire que Thibaut est là. Thibaut a pu appeler la direction de course, donc c'est une bonne nouvelle. Et derrière oui t'as à la fois c'est un vent qui est très instable donc tu peux porter un peu de toile. Mais voilà, pareil, je me suis pris des risées avec plus 15 nœuds, plus 20 nœuds de vent que de base, et voilà, avec le bateau en l'air, donc ça met des petits piqûres de rappel. Donc il y a 2 heures où c'est tranquille, puis d'un coup pendant 5 minutes ça va être la guerre et un grain qui passe. Et donc faut rester attentif, faut savoir être patient. Donc j'en profite pour me reposer au final.
et attendre que le jour se lève un peu pour attaquer un peu plus, surtout en vérifiant derrière les vitesses à chaque classement. Et on voit que la flotte commence à accélérer au fur et à mesure, quoi. Toi, Erwan, comment tu vis, comment tu apprends, comment tu vis le chavirage de Thibaut? Bah déjà, bon voilà, Thibaut, il a une trajectoire qui est très engagée juste avant son chavirage où il traverse la flotte pour aller chercher le fond. Et puis donc là, bon voilà, on se dit oh là là, mon Thibaut, il est voilà, il veut gagner la régate quoi. Enfin, tu vois, tu le sentais dans sa trajectoire que bon, il y allait pas pour enfiler des perles. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage parce que voilà, il hypothèque ses chances après par le passage de front voilà, de continuer la course en étant un peu trop engagé, alors que il aurait peut-être patienté un petit peu, il aurait voilà, il serait quand même resté devant et bon voilà, j'espère que voilà, dans ça forgera encore son expérience pour qu'il puisse performer quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et toi, est-ce que toi, comme le disait Quentin, est-ce que ça calme un petit peu? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu mets un peu la pédale sur le frein ou comment tu vis les choses? T'as quand même, toi, t'as pas mal d'expérience d'une transat en solitaire sur un tel bateau. Ouais, bah, du coup, c'est sûr que ça calme. Ça veut dire que, bon, c'est pas comme les circonstances de ce qui m'est arrivé, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, moi, c'est Yann qui me l'annonce par WhatsApp, voilà, Thibaut a chaviré. Et du coup, c'est pas que ça calme, mais en tous les cas, tu te dis, bon, là, il faut quand même faire attention. Derrière, c'est pas forcément stable. Donc derrière le front, et donc faut pas renvoyer de la toile tout de suite quoi. Il faut voilà, ça c'est pas que ça calme un peu, mais tu dis bon bah faut pas faire n'importe quoi parce que derrière il y a un peu d'air et il y a des différences de pression énormes quoi. Ouais, quand tu parles de Yann, on rappelle c'est Yann Elias qui faisait Ouais, partie de ta cellule de routage avec Jean-Yves Bernot, hein, c'est bien ça. exactement, ouais. Exactement. Et toi, Quentin, c'était Lalou et Alex PA hein, qui faisaient ton routage, c'est ça? J'avais donc Lalou et Alex Pella en Espagne à Dénia dans le bateau d'Alex, donc ils étaient totalement isolés et disponibles 24 heures sur 24. Et en France, j'avais Eric Mas, notre météorologue, qui était chez lui, et donc tous les trois ils ont échangé au quotidien, puis on avait un groupe WhatsApp ensemble et voilà, ça c'était vraiment une évolution par rapport à l'année dernière de pouvoir être connecté en permanence par le biais de voilà d'une petite messagerie qui marche et ça change toute la course forcément quoi. Bon, tu reprends les commandes de la course là, après le chavirage de Thibaut. Quelle est un peu la stratégie après ce passage du deuxième front? Quels sont un peu que te conseille la cellule de routage? J'imagine que l'idée c'est d'aller essayer de passer sous l'anticyclone des Açores. Quelle est un peu la stratégie des jours suivants? Bah là en fait c'est la fin de la régate facile avec un scénario écrit. Là maintenant faut se projeter, faut voilà essayer d'aller chercher une porte pour trouver le portant et hisser le Genac. Donc ça fait passer près des Açores, voilà. Donc il y a l'île de Santa Maria qui est pile sur ma trajectoire. Donc un petit peu avant, je décide de passer au vent et heureusement parce que j'ai vu qu'après ça bloquait un peu Seb et Erwan et Armel. Donc voilà, c'est plein de petits détails. Là pareil, il faut réussir à redonner du rythme. Voilà, la mer était pas forcément cool, ça s'est calmé en arrivant aux Açores. Mais voilà, je prends mon rythme au fur et à mesure et j'apprécie forcément être devant. Tout est simple et fluide d'abord, toutes les manœuvres se passent bien. Et voilà, c'est juste génial aussi d'avoir la météo qui s'améliore. Forcément, ça aide à rentrer dans une bonne dynamique, quoi. Erwan, toi, tu as à ce moment-là de la course, tu as à peu près 50, entre 50 et jusqu'à, je crois, 70 000 de retard sur Quentin. Est-ce que tu es déjà étonné de le voir comme ça aux avant-postes? Comment tu juges un peu sa trajectoire depuis le départ et comment tu vois un petit peu la suite? Comment tu vois les jours après le passage du deuxième front? Alors étonné non parce que là on s'entraîne déjà depuis septembre avec Quentin et je le vois progresser et je le vois comment il navigue et voilà, ça m'étonne pas du tout. Voilà, là il est en pleine maîtrise tactique et stratégique. Le voir là, c'est pas étonnant et
Et non, c'est pas ce qu'il fait, c'est chapeau, quoi, parce que là, il montre vraiment un état d'esprit assez incroyable et une façon de naviguer incroyable, quoi. Il manie son bolide comme un vieux, c'est ce que j'avais dit à la présentation des skippers au départ de la route du Rhum, et là, ça donnait vraiment cette impression. Et écoute, voilà, moi, je suis serein, je suis content de passer le premier front avec un bateau qui va bien. 100%. Donc, écoute, j'ai hâte qu'on commence à ouvrir les voiles pour qu'on puisse mettre la voile ballon, la voile de portant, le Jenaker, parce que c'est ça que j'attends depuis le départ, pour que le bateau et moi je puisse montrer ce qu'on sait faire. Et à ce moment de la course, est-ce que l'un comme l'autre, vous avez des pépins techniques? Est-ce que ou vos deux bateaux sortent quasiment indemnes de ces deux premiers passages de front? On va continuer avec toi, Erwan. Ouais, moi je suis indemne, j'ai un petit panneau solaire qui se décolle sur le bras, mais rien de grave, je sangle, voilà, et il y a pas de souci majeur, j'ai aucun problème matériel sur le bateau. Et toi, Quentin? Moi, il me manque une vis sur le safran tribord, je me rends compte aux Açores, donc, et une petite cale contre-plaque, donc voilà, pareil, je sors la scie, un peu de composite et je répare ça, et j'en profite juste après les Açores et quand on passe au portant pour vider un flotteur, il y avait un peu d'eau dedans, donc aller faire un petit peu l'équilibre à l'étrave, c'était pas très drôle, mais il fallait le faire. Et mais sinon le bateau va super bien. J'ai un problème de playlist et d'enceinte Bluetooth, mais sinon rien à déclarer à bord, quoi. Ça va, ça c'est des petits problèmes. Quel Ça est passe. quel est pour toi après le passage sous les Açores la stratégie? C'est maintenant vous commencez à sentir les vents, le souffle des alizés bientôt dans vos voiles. Comment tu commences à envisager la suite? Tu es en tête, tu as le bateau derrière toi. Est-ce que tu commences d'ores et déjà à rentrer un peu dans une stratégie de contrôle de tes poursuivants? Ouais, alors dans ma chance, on n'est plus que 4 bateaux déjà, parce qu'Éric Perron est parti dans une option très sud, qui aurait pu payer aussi, mais donc c'était un choix à assumer. Et il l'a bien fait jusqu'au bout, et d'ailleurs avec une route qui était très rapide sur les classements, et il me tardait pas qu'il recroise avec nous parce que j'avais vraiment peur de sa vitesse. Et donc on se retrouve avec Armel, Seb et Erwan sur cette route au portant VMG. Il reste en ligne droite 1600 000, je crois, et j'ai que 60 000 d'avance. Moi, c'est rien. C'est des routes où tu sais, il peut y avoir des nuages, des rotations de vent qui font que en 2 heures t'as perdu 20 000. Donc faut rester très attentif. Moi c'est la partie qui m'a demandé plus d'énergie. Donc heureusement je suis arrivé très reposé à ce moment-là. Et voilà, on a essayé d'exploiter au mieux, sachant que c'est moi des conditions que j'avais pas fait. J'avais jamais fait de 4 jours de portant comme ça sur ce bateau. Et forcément après l'expérience d'Erwan a payé au fur et à mesure de la navigation. Il a été plus à l'aise que moi. Mais bon, ça m'a permis de progresser aussi de jour en jour, mais il était temps qu'on arrive. Et sur la stratégie, est-ce que tu virais quand ça virait derrière toi? Est-ce que tu empannais plutôt quand ça empannait derrière toi? Est-ce que c'est vraiment une stratégie de contrôle ou tu essayais surtout de faire ta route du mieux possible? Quel était un peu le conseil de ta cellule routage? Non, au début on était plus sur la météo. En fait, il y avait un couloir de vent à respecter, mais voilà, la météo elle est pas non plus très fiable, et la première nuit, personnellement, je me suis fait surprendre par des grains assez violents, et donc voilà, qui m'ont pas forcément rassuré. Mais donc le lendemain c'était un peu plus cool, et la deuxième nuit vraiment au portant où ils annonçaient un peu plus d'air, et donc j'ai choisi de préserver un peu le bateau et de changer de Genac, alors qu'au final le vent s'est pas vraiment levé de la nuit, donc là c'était un peu une erreur, mais voilà, ce qui permet aussi d'arriver au bout. Donc voilà, et en fait il y a vraiment, une fois que Seb après a lâché de fatigue, d'usure, parce qu'il avait tiré fort sur son bateau aussi, Seb, et il a permis à Erwan de revenir encore plus vite vers moi. Donc voilà, une fois qu'on était plus que 2 bateaux là, on essayait de se placer en permanence entre la ligne et l'arrivée, ce qui est pas toujours simple avec les classements mis à jour à l'heure plus 0,5. Il y a des subtilités dans les classements, et tu peux des fois faire imaginer à l'autre là où t'es, donc c'est pas simple, quoi. Toi, Erwan, à ce moment-là de la course, donc tu as environ 60-70 000 de retard sur Quentin. Là c'est ambiance couteau entre les dents. Je vais grappiller 1000 par 1000. Dans quel état d'esprit tu es? Ouais, je pensais réellement j'avais qu'une peur, c'est que ce chiffre augmente. Il y a même un moment donné, on sent qu'ils s'en vont, parce qu'au début on a que 50 000, et puis ça passe à 70, je crois que ça monte à 80, je crois. Et là j'ai un peu la peur
qui s'en aille, voilà, qui touche les premiers les alizés et que ça passe de 60 à 120 000. Après, tu t'es plus dans le même système, quoi. Donc j'avais un peu peur à ça. Donc je vraiment surveillais. Puis il y avait une possibilité aussi d'aller choper un troisième front. Au final, on a fait tous tout droit. Mais moi, j'avais surveillé ça à la sortie des Açores, où en fait, si jamais il y avait un bateau qui décidait d'aller chercher ce front, voilà, moi, c'était vraiment, j'avais surveillé ça. Puis bon, effectivement, après, une fois qu'on a décidé tous de faire tout droit et de pas aller chercher ce front, bah écoute, on a continué au près et puis au fur et à mesure, ça ouvrait les voiles et puis voilà, quand on a fait une petite phase, petite Génac, qui a duré une dizaine d'heures et puis après on a envoyé le grand Génac pour faire le tour de l'anticyclone. Moi, je suis pas parti forcément le couteau entre les dents, mais voilà, je savais que le bateau avait des qualités à ce moment-là, et ça a été un peu dur parce qu'au début, en fait, on a du mal, on n'a pas le même vent en fait, hein, et donc du coup, on n'est pas du tout dans les mêmes. Donc il y a des bateaux qui vont un peu plus vite des fois, un peu c'est nous. Enfin, c'est un peu compliqué de jauger la concurrence. Et donc voilà, donc écoute, j'essaye de faire ma trajectoire et puis surtout de mener le bateau à 100%, quoi, enfin dans les polaires affichés. Moi, j'essaye d'être vraiment comme si j'étais en équipage et je me concentre vraiment que là-dessus, quoi. Ouais. Dans le post-report de la semaine dernière, il y avait Yann Elias et Sébastien Josse qui étaient les invités. Et Yann parlait notamment, à ce moment-là, il regardait avec une certaine inquiétude la trajectoire d'Éric Perron, qui lui a choisi une route très sud. Est-ce que toi aussi, tu suivais ça de près? C'était quel regard tu portais un peu sur sa stratégie et qu'il a été le seul à suivre? Bah, en fait, moi, j'ai pas été. Enfin, tu vois, quand on est routé, ça, on est un peu dans notre monde, hein. Donc Ouais. voilà, j'ai appris plein de choses que j'avais pas entendu. Enfin, des faits de course dans d'autres classes, j'en apprends tous les jours. Et donc en fait, t'es vraiment concentré sur ce que tu fais. Et en fait, moi, j'avais pas conscience que Eric était un danger, en fait. Et à aucun moment en fait, j'en ai pris conscience que c'était un danger. Donc il y a que Yann qui lui a vraiment analysé sa performance et son routage de son côté. Mais moi personnellement, j'ai fait fait tourner aucun routage de la part enfin côté Eric, pour voir s'il allait passer devant moi ou pas. Ça m'était, enfin c'est pas que je m'en suis pas occupé, mais je regardais de temps en temps, mais enfin il m'avait pas, Yann m'avait pas et Jean-Yves m'avait pas alerté sur ce point-là. Donc écoute, non, moi j'étais concentré à regarder mes quatre petits camarades de jeu, hein, à regarder leur vitesse. C'était ça qui m'apportait. Ouais, c'est ce qui veut dire que vous êtes vraiment en mode pilotage, quoi. Il y a la cellule routage. Est-ce que tu as tendance à remettre parfois en question ce qu'ils disent, ou est-ce que toi tu leur fais une confiance avec quel est un peu le rapport que tu entretiens avec tes routeurs? Bah, c'est un peu, c'est le paradoxe quand t'es routé ou quand tu l'es pas. Quand tu l'es pas, voilà, tu peux prendre tes décisions. Quand t'es routé, il faut pas remettre en condition. Toi, ton boulot, c'est de faire avancer le bateau à 100%. Si tu commences à refaire tourner des routages et à analyser la situation à la place des routeurs, tu fais le double du travail et tu te concentres pas sur la marche du bateau. Donc en fait, enfin voilà, c'est un choix, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Mais en tous les cas, le mien, c'est de dire, voilà, si tu as des routeurs, tu leur fais confiance. Et voilà, et donc les choix de route, bah, on les fait ensemble si tu veux. Mais là, à partir de là, il y a plus de choix de route. Quand on a passé les Açores et qu'on a passé le dernier front, il n'y a plus de choix possible. C'est-à-dire qu'on va on contourne l'anticyclone, on essaye de trouver une bande de vent qui nous va bien, et puis le but c'est d'envoyer la petite bûchette, quoi, tu vois. Donc là, il faut faire confiance absolument, effectivement, à ces routeurs, et c'est le jeu du routage. Et si tu fais pas ça et que tu refais tourner 36 000 routages derrière tes routeurs, je pense que c'est pas forcément efficace. Mais en tous les cas, moi, ça fait quand même maintenant quelques années que je suis routé par Jean-Yves. Et oui, c'est simple, quoi. La communication, elle est simple. On a une méthode de fonctionnement. Voilà, quand j'ai un doute ou quand on en discute tout de suite, on les appelle. Voilà, quand il faut empanner. Quand ils pensent qu'il faut empanner maintenant, ils me réveillent, ils me téléphonent. Enfin, tu vois, c'est vraiment
un binôme routage bateau, quoi. Ça marche ensemble, quoi. Ça marche pas séparément, quoi. Yann, je disais justement aussi dans le même épisode de la semaine dernière qu'il avait presque regretté de ne pas t'avoir poussé un petit peu plus dans l'épisode des fronts. Oui, il t'en a parlé à un moment, il t'a dit peut-être qu'on aurait dû y aller un peu plus fort. Est-ce que il te fait part un peu de ses doutes ou au contraire ils essaient d'être devant toi très sûrs de leur choix pour justement pas te transmettre leurs doutes? Ouais, non, j'ai pas eu ce doute-là et là quand en fait quand on me dit quand on vire à l'endroit où on vire, voilà, il me dit bah là, en fait c'est clair, là où on veut aller c'est là, on se fixe une target et s'ils me disent de virer là, voilà, c'est que la target elle est respectée et moi je fais confiance, voilà. Après c'est sûr que j'aurais pas voulu être plus nord que ce qu'on a fait, mais voilà, je pense que ça servait à rien. C'est prendre des risques. Et la suite nous l'a prouvé. C'est qu'à un moment donné, prendre des risques dans ce genre de front, ça sert à rien parce que derrière, en fait, tu peux pas envoyer une fois que t'as passé le front, tu peux pas mettre du carburant et faire avancer le bateau. Donc en fait, au contraire, plus tu vas être dans le sud, moins tu vas avoir de mer et plus tu vas pouvoir faire avancer ton bateau à la vitesse voulue, quoi. Donc c'est pas forcément une stratégie et ça, Jean-Yves, il est là-dessus, il est carré, il connaît bien les bateaux et il sait que dans ces passages de front, derrière, tu peux avoir du merdique pendant 6 heures ou 8 heures et qui te font avancer le bateau à moins de 15 nœuds. Et si t'en as un autre plus sud qui a passé le front et qui avance déjà à 18 nœuds, bah, tu te fais défoncer. Donc en fait, voilà, c'est un juste équilibre à trouver. Et non, ça, voilà, on n'en a pas reparlé, on n'a pas débriefé, mais ouais, je pense peut-être qu'il va me le dire dans le débrief, mais écoute, voilà, moi je pense que on sort bien du front et on a surtout le bateau qui est au top, quoi, qui est à 100%, qui est prêt à être exploité au portant, plein gaz, quoi. Bon, Quentin, justement, on est donc sur cette fin de course au portant. Tu commences à sentir le souffle chaud d'Erwan dans ta nuque. Comment tu vis un peu se rapprocher et grappiller 2000? Je crois que il y a pour finalement revenir à ton contact, je crois à environ 120 000 de la ligne. Comment tu vis un peu ça? Est-ce que c'est difficile à vivre ou tu essaies de te concentrer sur la vitesse de ton bateau? Comment toi tu as vécu un peu cette pression qu'il a mis derrière toi, Erwan? Oui, bah moi forcément je vois le classement qui, même sans regarder la distance au but, parce que suivant les empannages, elle veut pas dire grand chose, mais déjà rien qu'en regardant les vitesses moyennes sur 1 heure, je vois bien qu'il va vite, donc bah ça me pousse à chaque relevé à essayer d'aller plus vite, de trouver des petits réglages. Voilà, c'est pas simple. Moi, je découvre le support au portant et en solitaire. Erwan son 4e rhum. Mais voilà, on sait qu'il y a moyen de bien faire aussi. En tout cas, il faut rien lâcher jusqu'au bout, pas avoir de regrets. Voilà, à un moment donné, je passe petit Genac. Lalou me propose de repasser grand. Moi, je reste convaincu que j'ai bien fait de garder le petit. Et voilà, la question, c'est est-ce que tu auras un regret de l'avoir fait ou pas? Donc, j'avais pas de regret du choix de voile que j'avais. Ça m'a permis aussi d'arriver au bout. Donc voilà, j'ai donné le maximum. Erwan a été meilleur là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'était bien. Ça m'a aussi poussé et je ressors forcément grandi de cette expérience. Et ça me donnera un avantage sur les autres, sur la prochaine course comme ça au portant pendant 4 jours. Donc voilà, après en arrivant sur la Guadeloupe, il y avait une line à positionner, un vent qui devait refuser mais qui a mis du temps, mais qui au final a beaucoup refusé, beaucoup rentré. Donc il y a eu des dernières manœuvres un peu compliquées, un waypoint à viser, mais au final il fallait plutôt viser les DCP, donc les dispositifs de pêche, voilà, qui pouvaient faire des obstacles à la navigation. Voilà, et puis après en arrivant en Guadeloupe, forcément il y a encore un jeu qui est très ouvert et donc on sait que rien n'est fini tant que la ligne n'est pas franchie, donc il faut pas perdre espoir. Et voilà, je me suis surtout ces 48 dernières heures concentré à faire en sorte de pas perdre un seul mille, voilà, qui pouvait être important pour l'arrivée, quoi. Erwan, tu as dit à l'arrivée que 2 ou 3 jours avant l'arrivée, tu savais que tu allais gagner. C'est vraiment ce que tu as pensé. Il y a un moment, tu sentais que la partie basculait dans ton camp. Raconte-nous. Ouais, bah, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que effectivement, là, à partir du moment où on sort de cet anticyclone et qu'on touche les alizés et qu'on arrive à garder cette
cette distance de 50, 60 000, déjà je suis rassuré. Et là, je me dis que tout est possible, quoi. Parce que même en arrivant avec 50 000 de retard autour de la Guadeloupe, le Tour de la Guadeloupe, c'est possible, quoi. Donc en fait, effectivement, il y a une espèce de sérénité qui commence à arriver en me disant, voilà, c'est possible, quoi. J'ai toutes les chances, j'ai toutes les cartes en main pour bien faire et pour aller titiller Quentin, quoi. La route est longue, quoi. Il y a toute la mare à traverser. Et donc, je suis dans un état d'esprit où je suis déjà serein sur le fait qu'il va se passer quelque chose, je vais avoir ma chance, quoi. Voilà, c'est sûr. Voilà. Et ça, dans une sérénité mentale incroyable. Même moi, je me surprends, hein. Mais ouais, je suis persuadé qu'il va se passer un truc, quoi. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment où tu es un peu gagné par l'euphorie même quand tu reviens au contact de Quentin et que tu lui passes devant? Est-ce qu'il y a une espèce d'euphorie? Comment tu vis ça? Il y a un moment où tu te dis ça y est, j'ai gagné ou est-ce que Non, c'est exactement, c'est ça qui est dingue, c'est que enfin, tu vois, je pète alors déjà, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est vrai qu'une victoire, ça se joue à rien. Tu vois, il y a un grain qui rentre la veille d'arriver le samedi après-midi là, ou vendredi après-midi, je sais plus. Et en fait, tu vois, anodin, nuage un peu anodin, pas un vrai grain. Et là, boum, quoi, ça monte à 37 nœuds. Mais sauf que moi, je suis un riz Grande Génac J2 et je peux plus rouler, quoi. Et là, et en plus, à ce moment-là, je savais pas, hein, mais parce que quand je roule à l'arrivée sur la Guadeloupe, là, je casse la furling line, le bout qui me sert à rouler le Genaker. Donc imagine que si je roule à ce moment-là le Genac dans le grain là et que je pète la furling line, la course elle peut changer et l'état d'esprit dans lequel tu es, il peut aussi évoluer, quoi. Donc là je roule pas, je fais une connerie de pas rouler, hein. Et je suis limite de me mettre sur le toit, mais comme jamais. Il y a un moment donné, quand les bouffes sont arrivées, j'ai changé de slip après, quoi, tu vois, pour faire court, hein. Mais je me suis fait vraiment très peur, quoi. Donc j'ai même repris la barre et tout, et ça a été vraiment très chaud. Et là, à la fin du grain, j'étais tout tremblant et tout. Je dis putain, mais là, il faut rouler, quoi. Dès qu'il y a un grain, tu roules, quoi. Et après, j'ai pas pris de gros grains où je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Donc voilà, tu vois, même ça, je l'ai vécu avec une stabilité mentale assez bluffante, où même moi, avec le recul, je me reconnais pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui a vraiment évolué dans ma façon de naviguer. Et quand au moment de furler à 80 000 de la tête à l'anglais, au moment de rouler le Genaker, où on est quasi à égalité tous les deux là avec Quentin, dimanche soir, dans la nuit de samedi à dimanche là, et je casse la furling line et en fait, voilà, j'ai pas 36 000 solutions. Il faut que j'affale le Genac, que je le saucissonne dans le filet. Et je sais que derrière, pour le Tour de la Guadeloupe, j'ai plus de voile d'avant, quoi. Et donc c'est quand même problématique. Et en fait, même là, tu vois, je suis en train de saucissonner le Genac dans le filet. Et là, je me surprends à dire putain, mais là, c'est mort, quoi. Et en fait, il y a une autre petite voix qui te dit non, mais attends, là, saucissonne ton Genac, fais ça au mieux et au plus vite, et après tu l'offres et tu vas sous J1 et on verra bien. Et voilà, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, et c'est cette forme de stabilité mentale où les événements n'ont pas de prise sur ta performance et sur ta capacité à faire les choses. Et c'est là où en fait, ouais, c'est la santé mentale. Tu rentres dans une autre dimension, quoi. Et c'est ce qui me permet en plus, là, sous J1, d'avoir une trajectoire, comme on sait qu'on a plus de voile d'avant, on a une trajectoire un peu basse, on profite de glisser dans les risées, et on se retrouve à arriver par en dessous la Guadeloupe à 27-30 nœuds, à 130 degrés du vent, sous J1, un riz J1, et là, ça carbure comme jamais, quoi. Et j'arrive à maintenir un écart assez stable avec Quentin, et voilà. Et après, je me dis, c'est pas grave, quoi. J'ai pas de voile pour le Tour de la Guadeloupe. Je me dis, c'est pas grave, je fais sous J1 et puis on verra bien. Enfin, il y a pas mort d'homme, quoi qu'il arrive. Je pensais pas au résultat parce que j'étais déjà content de ce
qu'on avait fait, ce qu'on a réalisé avec Quentin, ce match incroyable, et avec Seb d'ailleurs au début, et avec Armel aussi qui était dans le jeu à la sortie de cyclo. Je trouvais le scénario déjà tellement incroyable et tellement fort que le résultat n'avait pas d'emprise, quoi. Je savais qu'il allait se passer un truc, mais s'il était devant, c'est pas grave, quoi. C'était pas grave, quoi. Et donc c'est dans ce truc-là. Et quand il me dépasse, c'est pareil. Quand il te dépasse là avant Basse-Terre, tu te dis bon bah là c'est cuit, c'est mort. Tu vois bien, il est sous petite Génac. Moi je dis oh c'est pas grave, t'auras ta chance, t'auras encore une autre chance, c'est sûr. Voilà. Quentin, toi, ouais. Ouais. Excuse-moi de te couper. Quentin, justement, toi, est-ce que tu vois, il fait nuit à ce moment-là, est-ce que tu vois comment Erwan est toilé? Est-ce que tu te dis, bah, il est sous J1, moi je suis sous Genac, je suis en plus de temps en position de force. Est-ce que tu sais ce qui se passe à son bord? Comment tu vis un peu ce Tour de Guadeloupe? Bah, je le vis dans la situation où je pense qu'Erwan aurait voulu le vivre, c'est-à-dire il s'imaginait arriver juste derrière moi en Guadeloupe et que je puisse le guider. Là, c'était l'inverse. Donc, j'ai pu bien le suivre à l'AIS, voir quand est-ce qu'il avançait, quand est-ce qu'il avançait pas. Donc, on s'est dit, voilà, à la première molle, tu vas entre lui et la côte. Donc, ça jouait très à la côte. Et une première fois, je me suis rapproché fortement. L'avantage, c'est que quand t'es derrière le premier bateau, quand il fait nuit, tu le vois bien. Il y a les Zodiacs autour, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça suffisait à bien le visualiser. Et voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai affalé Genac en fait en repartant en repartant le long de la Guadeloupe. J'ai fait l'erreur de l'affaler une première fois. 5 minutes après, je l'ai renvoyé pour le dérouler pendant 60 secondes, pendant 1 minute. Je l'ai reroulé. Après, enfin, je l'ai déroulé 2-3 fois et j'étais complètement cuit, mais j'ai tout mis en œuvre pour essayer de doubler Erwan et voilà, une fois devant lui, le temps que je finisse. En fait, ce que j'avais très peur, c'était que le vent rentre assez fort à la pointe, un peu comme on peut le vivre aux Canaries et comme on l'a vécu sur le Tour de Grande Canaria, et de se retrouver sous Genac à ce moment-là. Et là, ben voilà, le temps d'abattre, de rouler, ben forcément ton avance ça sert plus à rien. Et donc je voulais vraiment anticiper cette manœuvre de rouler de petite Genac pour repartir au pré. Et le temps que je le fasse, le vent est passé vent arrière à ce moment-là, et voilà, le pilote a l'eau fait, et Erwan a réussi à se décaler un tout petit peu après Basse-Terre, et c'est là où il est parti. Et là, à ce moment-là, ben forcément, c'est un peu de frustration. Donc déjà, je me remets en place, j'essaie de tout ranger. Et là, tu te dis, bon, maintenant, tu t'essayes de faire une joyon, t'essayes de raser la côte au max, parce que 15 jours avant, t'as regardé le film Le Bateau avec les collègues, et tu te dis, tiens, ça pourrait être un bon exemple. Donc, il y avait pas des masses de bateaux qui accompagnaient Erwan. Je voyais pas le haut là, lumineux, mais ça suffisait. Il y avait quelques clignotants importants. Et puis après, une fois qu'il revire devant moi, là, je sais que c'est mort. Donc là, il y a bien 20 nœuds établis. Donc, je passe J2. Je me dis, à un moment donné, pour que je gagne, il faut qu'il lui arrive un problème. Donc, il faut aussi que je puisse finir de passer la ligne d'arrivée. Donc, je navigue un peu sous toilé. Et voilà, ce qui fait qu'il met un peu plus de 15 minutes. Mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout et j'étais content de repasser devant lui une dernière fois, l'embêter. Et il n'y a pas de regret sur cette course, quelle que soit la place finale. Est-ce que tu considères que le fait d'être bisu sur ce Tour de Guadeloupe, ça a été un handicap par rapport à Erwan qui l'a fait plusieurs fois? Non, parce que moi j'ai appris à naviguer sur des lacs et je sais que le vent peut tourner souvent et non, moi j'aime bien les dévents aussi et celui-là au final je l'ai trouvé très facile à passer, il n'y a pas de problème. Voilà, à Grande Canaria, t'es obligé de faire un détour depuis une dizaine de milles, là ça jouait très rapidement. On est arrivé à la côte, à l'endroit où il fallait. En fait, quand je dis à Alex, là c'est bon, je capte Erwan, et il me dit va au waypoint. Je dis tu me l'as pas envoyé, il m'envoie le waypoint, il y avait déjà Erwan à ce waypoint. Je pense qu'on a la même idée. Il me fait t'as plus qu'à te mettre entre lui et la côte, c'est la prochaine fois qu'il s'arrête. Et voilà ce qu'on a essayé de faire, mais à un moment donné ça n'a pas suffi. Donc non, c'était sympa de régater avec lui, on a bien bagarré et puis voilà, c'est un moment où il fallait rester assez concentré. J'ai tapé un casier à ce moment-là, mais hormis du bruit, ça n'a rien fait. Et voilà, et après c'était non, mon seul regret c'était de l'avoir fait à la limite de nuit et de pas avoir pu profiter de la Guadeloupe, hormis les odeurs de la terre. J'aurais préféré voir aussi un peu plus. Erwan, à quel moment tu te dis ça y est, là ça y est, c'est gagné, et raconte-nous un peu les sentiments dans les derniers milles jusqu'à la ligne. Même là, quand je pars à Basse-Terre et quand effectivement je redécolle avant Quentin, là je me dis là tu prends une option, mais faut rester concentré quoi, parce que il y a des rails énormes qui tombent à la pointe. Là on a failli se mettre, enfin moi j'ai failli me mettre sur le toit encore
sous J1 là, parce que ça rentre en grosse ado avec grosse rise et en fait t'as pas le temps de choquer, t'es obligé de reprendre la barre et l'eau fait en grand et les bateaux montent sur un patin. Enfin donc faut vraiment rester concentré et j'essaye de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Aller le plus vite possible, sortir de ce dévent et aller le plus vite possible dans le canal des Saintes. Et une fois que j'enquille le canal des Saintes, je me dis oh là c'est pas vrai, je vais pas quand même le faire. Je dis allez reste concentré et puis j'ai toujours la petite voix intérieure qui dit non mais il faut vraiment que tu restes concentré sur toi. En plus je garde le J1 alors que je sais on est au Drange et je discute avec Yann et Bernot et je leur dis vous avez des relevés dans le canal et tout. C'est plutôt J2, c'est plutôt J1. Et en fait, là, je prends la décision, je dis, bah, de manière, là, ça passe ou ça casse, mais c'est J1 et tant pis, je serai au range, mais s'il y a 20 nœuds, bah, c'est pas grave, je gérerai. Donc voilà, j'y vais, là, je jette toute mon énergie dans ce choix de rester toilé et très toilé. Et c'est à la limite de la connerie, hein. Je vois le mât qui fait qui part au vent et qui oscille à chaque vague, notamment en tribord, là, je pense que je suis pas loin de la correctionnelle quand même. Et donc, à quel moment la libération, elle intervient vraiment? C'est vraiment au passage de ligne ou Non, c'est un petit peu avant. Je me dis là, je vais le faire après. Là, à 5000 de la ligne, là, je me dis là, putain, c'est pas vrai. Là, je réalise que là, je vais le faire. Ouais. Et là, c'est énorme, quoi. Ouais. et quel est le sentiment sur la ligne? On a vu ce matin. Ouais, je pleure en fait. Ouais. Je pleure à 3000 parce que quand je me rends compte que je vais le faire, je pleure parce que c'est une charge émotionnelle et une motivation de vouloir gagner cette route du Rhum était une motivation intrinsèque très forte. Et en fait là, j'explose et j'ai un surplus d'émotions et là je pleure pendant une bonne minute 30 où je pleure de joie mais voilà, là je me rends compte que là je vais le faire et alors je suis triste aussi, je suis triste pour Quentin parce que il a tellement bien navigué et je suis triste pour tout Arkema, enfin voilà, tu vois, j'ai cette sensation et cette retenue de dire quand même, tu vois, c'est pas un hold-up que je suis en train de faire mais bon, le mec a dominé quand même, il a quand même bien navigué, il a navigué taille patron et là voilà, et là tu lui fais à l'envers sur le tour de la Guadeloupe. J'ai ce sentiment, j'ai cette retenue là, mais en tous les cas aussi, ça reste quand même une émotion assez forte. C'est la plus belle pour toi. On rappelle, hein, tu avais gagné en 2014. Elle a une saveur différente, celle-là. Est-ce que pour toi, c'est ta plus belle victoire? Ouais, c'est sûr. La plus belle, je sais pas. Il y a des victoires qui restent quand même à un stade assez incroyable. Mais effectivement, celle-là en fait partie. Tu sais, donc on travaille avec Lalou depuis des années et Quentin maintenant pour faire grossir cette classe et faire en sorte qu'il y ait du niveau. Et là aujourd'hui, il y a jamais eu autant de niveau sur un départ de route du Rhum que cette année. Et voilà, et ça portait aussi à cœur de se dire, c'est pas parce que le niveau monte que nous aussi on est présent et moi aussi je suis là, quoi. Et le niveau monte, mais moi aussi j'ai le niveau pour faire. Et j'avais à cœur de montrer ça aussi à tout le monde, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie satisfaction de pouvoir gagner cette route du Mât avec le niveau et le plateau qui a été présent au départ de la route du Rhum. Quentin, est-ce que toi aussi, il y a eu des larmes à bord d'Arkema 4? Non, il n'y a pas eu de larmes. Je suis resté tellement concentré jusqu'à la fin que j'ai loupé la ligne d'arrivée. Et, et du coup, j'ai dû faire demi-tour pour la repasser. J'ai pas assez zoomé sur Adrena. J'ai vu une bouée, un bateau, j'ai foncé entre les deux et c'était pas le bon côté. Et non, moi, j'étais surtout concentré jusqu'à la fin. Voilà, pas faire de bêtises. J'ai réussi à traverser l'Atlantique sur ce bateau sans rien abîmer. Voilà, c'était un pari assez osé aussi quand j'ai pris ce projet à la barre il y a 2 ans et qu'on avait signé avec Arkema il y a 4 ans sur cette nouvelle session de route du Rhum. Voilà, moi j'avais tout à apprendre et j'ai énormément appris et j'ai profité de ces derniers 1000 pour envoyer un message au routeur qui était encore à fond et qui essayait de me donner la motivation jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, voilà, j'aurais dit bon là c'est bon, les gars, arrêtez. Erwan il est à 3000 de la ligne, il peut plus rien lui arriver. Juste je vous remercie et voilà, c'était super et j'ai jamais été aussi bien sur l'eau. Pour une fois, j'avais un bateau à la hauteur de l'engagement que je voulais mettre sur l'eau. J'ai fait
en solitaire 2 mini transats qui étaient durs avec des bateaux pas simples. Et là, voilà, j'avais un bateau compétitif. Et du coup, ça fait énormément de bien de faire une belle trajectoire et de jouer aux avant-postes. Ça rassure aussi, puis ça donne des idées pour la suite, quoi. Donc voilà, je suis resté très sage à l'arrivée. Et en tout cas content de voir tout le monde et de voir cet accueil, c'était assez incroyable. Est-ce que après je vais vous libérer parce que j'imagine que vous voulez profiter un peu de la vie guadeloupéenne, mais est-ce qu'il y a eu une petite pointe de déception ou de regret ou pas du tout? Non, j'ai tout donné, il me manquait juste la carte de l'expérience qu'Erwan avait et encore plus. Et voilà, la voile est un sport qui se gagne avec la maturité aussi. C'est l'avantage d'avoir plein de profils différents. Et moi, j'ai été bon sur certaines phases de cette transat. Et voilà, la navigation dans les alizés d'Erwan lui a permis de reprendre le dessus. Moi, je découvrais, j'avais surtout envie d'arriver au bout, de pas faire de bêtises. Donc, j'ai navigué prudemment. Peut-être que dans 4 ans, je naviguerai moins prudent et puis j'irai plus vite au portant. Mais voilà, il faut apprendre aussi. On peut pas tout connaître d'un coup. Et non, je suis surtout content que ce soit Erwan qui gagne. Voilà, c'était un projet pas simple pour lui aussi et il est monté en force toute cette année après avoir récupéré le bateau l'année dernière et voilà, je suis super content pour Erwan, pour toute son équipe qui sont super sympas et en plus quand c'est ton partenaire d'entraînement qui gagne, c'est encore mieux, quoi. Bon, très bien. Le programme, Quentin, dans les jours qui viennent? On s'entraîne à faire la fête. Donc, on était progressivement hier soir et ce soir, c'est Erwan qui nous invite, donc ça devrait aller. Et puis, on voit pour reprendre la mer dès qu'on sera libéré des obligations ici, donc ce week-end. Pro Sailing Tour avec un titre à défendre l'année prochaine et Transat Jacques Vabre en fin d'année. Et en tout cas, il y a un calendrier qui est en train de s'officialiser à la classe et avec un Pro Sailing Tour, avec une Jacques Vabre et peut-être d'autres régates aussi. Donc voilà, on va tout faire pour continuer à régater cette belle machine et puis continuer à prendre du plaisir. Et toi, Erwan, le programme, c'est un peu sensiblement le même que celui de Quentin avec la fête. Ouais, ce soir, on invite tous les copains pour faire la soirée du vainqueur. Donc, écoute, ça va être un grand plaisir d'accueillir tout le monde, avec les partenaires aussi qui seront là. Donc, une belle fête normalement ce soir. Profiter un peu des lieux jusqu'à la remise des prix, puis partir en mer pour ramener le bateau assez vite. C'est le même programme que Quentin. Voilà, et puis rentrer vite en métropole pour pouvoir mettre le bébé au chaud et lui faire le refit qu'il mérite et pour pouvoir remettre à l'eau en 2023 avec des objectifs toujours aussi hauts et puis faire la tournée des Grands-Ducs en Méditerranée pour aller voir tous les collaborateurs et tous les clients de mon partenaire Cohesio. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. C'était passionnant de revivre cette haletante route du Rhum destination Guadeloupe avec vous. On vous souhaite de bien récupérer parce que j'imagine qu'il y a un fond de fatigue qui va quand même rester encore quelques semaines. Bon retour en métropole. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Pause Report. Quentin et Erwan, merci beaucoup. Merci Axel. Merci, au revoir. Merci Quentin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!